Hello les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons réaliser le challenge numéro 2 du serveur Discord. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un challenge chaque semaine lié au développement web sur le serveur Discord qui est ouvert à tous, peu importe ton niveau. Donc si tu es intéressé et si tu veux relever le défi, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, je te mets le lien en description. Et le thème qui a été imposé du coup au challenger cette semaine est le formulaire interactif en multi-étapes. Donc je vais réaliser une proposition pour le fun et ici donc je vais partir sur un formulaire d'inscription en plusieurs étapes. Donc première étape, l'utilisateur va pouvoir rentrer par exemple son nom, son prénom et également donc son adresse mail comme ceci. Hop et hop. Seconde étape, il va pouvoir donc rajouter une description. Je suis une description et ses URL par exemple de réseaux sociaux. Et on voit également qu'on a une petite progress bar dynamique et animée lorsque l'utilisateur va passer à l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente pour indiquer tout simplement dans quelle étape il se trouve. Donc ça c'est assez pratique. Et on va d'ailleurs utiliser ChatCN qui est une bibliothèque de composants et bien sûr Tailwind CSS pour monter l'interface assez rapidement. La troisième étape donc va être la sélection du poste. Donc par exemple, je vais pouvoir choisir dans ma select box le poste que j'occupe. Donc par exemple ici développeur full stack et les technos que j'utilise. Donc ici dès que je sélectionne des technos, vous voyez, je vais avoir des petits badges qui vont apparaître. C'est assez sympa. On va faire ça également avec ChatCN, les composants de ChatCN. Et donc si jamais je me suis trompé, je vais pouvoir les effacer tout simplement. Et la dernière étape est la confirmation de nos informations. Et lorsque je vais cliquer sur confirmer l'inscription, ça va push du coup les informations dans notre BDD. On va utiliser donc Prisma et SQLite pour la BDD. Donc si tu es prêt mon ami, n'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Sinon c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le site laminutedecode.io. Si tu veux aller plus loin sur les langages et les outils du web, je te propose un pass premium mensuel, annuel et à vie qui te donne accès à toutes les formations disponibles sur la plateforme, qui inclut des vidéos théoriques mais également des projets pratiques, des quiz interactifs, des fichiers sources, des livrets d'apprentissage et bien plus encore. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est sur le site laminutedecode.io. Le lien est bien sûr en description. Bon visionnage à tous. Donc c'est parti, on y va. Première chose, on va initialiser notre projet et installer toutes les dépendances dont on va avoir besoin pour ce projet. Donc rendez-vous premièrement sur nextjs.org où nous allons pouvoir récupérer la commande npx create next app @latest pour initialiser un projet du coup avec Next.js. Donc ici, j'ai ouvert directement mon bureau, vous voyez, desktop sur mon éditeur de code. Ici, j'utilise Cursor, mais vous êtes libre d'utiliser l'éditeur de code de votre choix, ça n'a aucune importance. Puis j'ai ouvert donc mon terminal. Soit vous allez dans terminal, nouveau terminal, soit vous faites le raccourci CTRL SHIFT U accent grave pour ouvrir le terminal. Puis on va coller tout simplement la commande. Il va nous poser quelques petites questions, notamment la première question va être le nom de notre projet, le nom qu'il va donner au dossier qu'il va générer ici lorsqu'il va initialiser le projet. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez ici, ça n'a aucune importance. Pour ma part, je vais l'appeler tuto. Donc hop, tuto. La seconde question, il nous demande si on veut utiliser TypeScript, c'est du JavaScript typé, c'est assez cool de l'utiliser. Donc oui, on va l'utiliser. Pour ESLint, on va lui dire non. ESLint est une extension qui permet de vérifier les erreurs de syntaxe directement lorsque l'on code. Elle est très pratique, mais on ne va pas l'utiliser dans ce projet. On va utiliser Tailwind CSS, on va même utiliser ChatCN qui est une bibliothèque de composants qui va nous permettre de monter l'interface assez rapidement. Pour le source directory, on va dire non, on va plutôt utiliser le app directory et on va dire yes pour le app router, c'est même recommandé. Depuis Next.js 15, nous avons cette option qui est optionnelle, le Turbo Pack, qui remplace le Webpack qui utilise Next.js par défaut, et on a une amélioration au niveau du build, de la mémorisation et sur plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à le tester, c'est assez pratique, mais sachez que il est optionnel, mais que si vous l'activez, ça remplace le Webpack qui utilise Next.js par défaut. Donc là, on va l'utiliser pour ce projet. Et pour la dernière question, on va dire non pour l'import d'alias. Donc ça va générer tous les fichiers, les dossiers pour faire fonctionner notre application. On peut venir ici dans tuto et on voit qu'on a bien notre dossier app où on regroupe du coup toutes les pages, notamment la page.tsx qui est notre page principale, le fichier layout.tsx qui nous permet de structurer du coup nos pages, qui a une influence sur notre page principale mais également ses frères
et ses enfants. Nous avons le dossier non-module qui est lié au packet.json au niveau des dev dependency et des dependency. Donc la différence entre les deux, c'est que les dev dependency sont des dépendances installées simplement pour le développement et les dependency sont les dépendances qui sont également pour la production. Nous avons le dossier public qui regroupe tout ce qui est médias, images, audio, vidéo ou autres. Donc c'est ici que vous allez les stocker. On peut retrouver quelques fichiers de base que l'on peut effacer puisqu'on ne va pas les utiliser. D'ailleurs, on a la favicon, vous savez, c'est la petite icône qu'il y a ici à côté de l'URL qui apparaît généralement sur votre navigateur, qui est ici également de base, mais vous pouvez également le changer, il est en format ICO. Et nous avons donc les fichiers de configuration, par exemple de Next.js et de Tailwind CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici je suis dans le dossier desktop, je ne suis pas dans le dossier tuto. Alors pour ça, soit je fais un CD suivi du nom du dossier, donc CD tuto, et hop, vous voyez ici j'ai switché dans le dossier tuto, soit je fais un clic droit, Open in Integrated Terminal pour l'ouvrir dans le terminal, ou alors directement on va réouvrir le dossier, ce sera beaucoup plus pratique. Comme ça, et ben, lorsque je vais réouvrir mon terminal, vu que je suis déjà dans le dossier tuto, et ben, hop, je serai déjà à la racine de mon application. Seconde chose, on va installer du coup ShadCN, donc qui est une bibliothèque de composants qui est assez pratique. Donc ici, rendez-vous sur le site ui.shadcn.com et on va pouvoir cliquer sur Get Started juste ici. Ensuite, nous allons cliquer sur installation et nous allons cliquer sur Next.js puisqu'on utilise ici Next, mais vous voyez qu'il est également intégrable avec d'autres bibliothèques et outils comme Laravel ou encore Astro, Remix, etc. Donc ici, on va rester sur du Next.js. On va pouvoir récupérer la commande npm donc pour utiliser la commande d'installation de Node.js. Et hop, ça, on va pouvoir le copier. Et donc, on va venir ouvrir notre terminal, CTRL-SHIFT-U accent grave. Et vous allez voir, je suis déjà dans le dossier tuto. Donc, je peux directement ici faire ma petite commande. Il va nous poser quelques petites questions par rapport au thème choisi, etc. Donc ça, vous pouvez répondre oui à tout. Ça n'a aucune importance au niveau de votre application. Et vous voyez ici, par exemple, pour importer le composant button de ShadCN, et ben, il suffit de récupérer ce code. Donc, dans la doc, bien sûr, vous avez tous les composants. Dans Components, vous allez retrouver tous les composants que propose ShadCN. Alors, pas ici, mais plutôt dans la sidebar de gauche. Vous allez pouvoir retrouver dans Component. Alors, j'ai un petit problème avec ma souris qui ne veut pas descendre. Ah, voilà, ça y est. Tous les composants, vous voyez, de ShadCN qui sont assez sympas à utiliser. Donc ici, on a dit qu'on appuyait oui à tout. On peut utiliser UseForce, ça c'est un problème de compatibilité avec React 19, mais je pense qu'ils vont résoudre le problème d'ici peu. C'est juste une question de temps. Mais pour le moment, on peut l'installer par force en utilisant du coup le double-force. Et donc, on va pouvoir, hop, vous voyez par exemple, s'installer le button. D'ailleurs, on va l'utiliser dans notre application, donc on peut déjà le mettre. Mais c'est pour vous montrer qu'il va nous créer directement un dossier component avec un dossier UI à l'intérieur qui va regrouper tous les composants du coup de ShadCN. Donc ici, on va utiliser également UseForce. Et donc, vous allez voir qu'à la racine, nous allons avoir ce fameux dossier component avec tous nos composants regroupés. Donc ici, vous voyez, component, UI, button. Et si je clique dessus, j'ai bien mon composant button avec, vous voyez, des classes de Tailwind CSS puisque ShadCN utilise Tailwind CSS sous le capot. Donc, nous avons les classes de Tailwind CSS et nous avons par exemple quelques attributs comme l'attribut variante avec les valeurs default, destructive, outline, etc. qui nous permet donc de styliser les boutons d'une autre manière. Donc ça, c'est une première chose. On a installé ShadCN, on est plutôt bon à ce niveau-là. On peut se garder du coup ce site de côté puisqu'on va en avoir besoin lorsqu'on va chercher nos composants. Ensuite, on va installer du coup Prisma. Prisma est un ORM, Object Relational Mapping, qui va nous permettre de communiquer avec une base de données. Ici, on va utiliser SQLite, mais vous pouvez utiliser également MySQL, PostgreSQL ou autre. Ça, c'est selon vos préférences. Pourquoi Prisma? Puisque Prisma va nous permettre de du coup communiquer avec notre base de données, mais avec une syntaxe JavaScript plutôt que d'utiliser la syntaxe SQL. Donc c'est assez pratique de l'utiliser. On va pouvoir se rendre sur le site prisma.io et cliquer sur Get Started with ORM. Ici, on va cliquer sur Quick Start et on va pouvoir récupérer la première commande juste en bas. Vous voyez ici le npm install-save dev. Donc on prend ça et on va donc le coller dans notre terminal également. Donc ça va installer Prisma. Ensuite, la seconde commande que l'on va devoir réaliser, ça va être le npx prisma init -data source-provider
SQLite. Et si vous utilisez MySQL, PostgreSQL ou autre gestionnaire de base de données qui est bien sûr prise en charge par Prisma, il suffit tout simplement de remplacer cette partie par le gestionnaire que vous voulez utiliser. Par exemple, si j'utilise PostgreSQL, je remplace le SQLite par PostgreSQL. Et donc ici, je vais venir le coller directement dans mon terminal et ça va me créer deux choses. La première chose va être un fichier pour les variables d'environnement pour stocker toutes les données sensibles. Il va le créer à la racine de notre application. Ici, notre petit fichier .env, il est apparu. Et à l'intérieur, nous avons déjà une variable qui s'appelle database URL qui fait référence à un fichier qui va s'appeler dev.db qui correspond à notre base de données SQLite. Et ça, il va le générer lorsqu'on va migrer notre base de données dans le dossier Prisma qu'il a également créé. Et à l'intérieur, on peut retrouver d'ailleurs le schéma.prisma avec le générateur de clients qui est donc connecté au provider de Prisma Client JS. Et on a ici le provider de la base de données SQLite qui fait référence à l'URL à database URL, donc à notre variable d'environnement qui est tout simplement dans notre fichier .env. Donc si vous utilisez MySQL, PostgreSQL ou autre, c'est ici que vous mettez l'URL de votre base de données. Comme ça, ça va être directement lié. Donc ça, c'est une chose. Hop, on peut fermer ceci et on peut se diriger maintenant sur cet article, donc Best Practice for Instantaneing Prisma Client with Next.js, où nous allons pouvoir récupérer la commande, enfin plutôt le code de dbts juste ici. Donc ce que je vais faire dans lib directement, je vais me créer un dossier, un fichier que je vais appeler db.ts et donc à l'intérieur, on va tout simplement coller le code qu'on a copié. Sauf qu'il va falloir installer également le Prisma Client ici qui n'est pas installé de base. Donc ça, je vais faire un CTRL-C et dans mon terminal, on va faire un CLS, ça c'est pour clean un petit peu le terminal. Et on va faire un npm i équivalent à install, Prisma Client tout simplement pour l'installer. On va également installer React Hookform pour gérer notre formulaire. C'est assez sympa de l'utiliser. C'est une bibliothèque qui va nous permettre de simplifier l'intégration de nos formulaires. Et on va faire de la validation de données avec Yup. Donc ça sert pour la validation de données côté front-end, pas côté back, pour gérer toutes les données que l'on va envoyer dans notre BDD pour vérifier par exemple si l'email est bien un format email, etc. Donc pour ça, je vais faire un npm i, mon i pour install, React Hook Form. Yep. Et du coup, on va devoir également installer le @hookform/resolvers qui va nous permettre tout simplement de lier les schémas de validation de Yup avec React Hookform. Donc là, je peux appuyer sur Entrée et ça va installer du coup ces dépendances-là. Lorsqu'on a installé d'ailleurs ShadCN, on a une bibliothèque d'icônes qui est installée directement de base, vous voyez, qui est Lucid React. Donc c'est une bibliothèque assez sympa qui nous propose plein de petites icônes assez sympas et donc on va pouvoir l'utiliser également. Ça évite d'installer une dépendance supplémentaire puisque ShadCN l'utilise également du coup sous le capot. Une fois qu'on a tout ça, on est plutôt bon au niveau du coup de nos dépendances. On va pouvoir lancer notre application sur notre navigateur. Donc je vais venir au niveau de mon terminal et je vais faire un npm run dev tout simplement pour lancer l'application. Il va nous donner un lien localhost, souvent branché sur le port 3000, et on va pouvoir cliquer dessus, et donc ça va l'ouvrir sur le dernier navigateur que l'on a touché. Donc pour ma part, j'utilise Avast, que j'ai voulu tester, que je trouve pas très top, mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Et donc lorsqu'il va nous donner du coup notre petit lien, donc on attend un petit peu, vous voyez, on a bien le lien localhost, je vais pouvoir cliquer dessus, et donc il va bien lancer mon application sur mon navigateur juste ici, vous voyez, en localhost de .3000. Tout ce qu'on va voir sur notre page principale, parce qu'il va y avoir du contenu de base, c'est ce qu'il y a dans le fichier page.tsx ici. Donc tout ce qu'on va voir ici, vous voyez, ça correspond à tout ça. Donc ce qu'on va faire, un grand ménage, tout ça on va l'effacer. On va sélectionner tout ça, et on va le supprimer tout simplement. Et on va mettre simplement les React Fragments avec un H1 par exemple hello. Hop. Et donc, je vais tout simplement avoir mon H1 Hello, vous voyez, qui va s'afficher ici. Nickel, donc ça, c'est pour l'ouverture de notre application. Et on va pouvoir commencer par coder notre table. Alors ici, si on vient dans Prisma, on voit qu'on n'a pas encore notre base de données parce qu'on n'a pas encore migré notre base de données. Pour ça, nous allons utiliser le fichier schéma.prisma pour créer des tables dans notre base de données. Et donc, pour créer une table avec ce fichier, nous allons utiliser le mot-clé modèle. Ensuite, nous allons lui donner un nom. Ici, par exemple, je vais l'appeler user.
Et donc ça va me générer ici tout simplement une table qui va s'appeler user. Je vais lui dire qu'il va y avoir la colonne ID qui sera de type string, qui sera une clé primaire, donc un arrobase ID, et que par default, je vais lui donner une valeur par défaut, et qui sera du coup la fonction plutôt UID qui va lui donner une chaîne de caractères en mode aléatoire. Ensuite, on va lui dire qu'on aura le nom, donc qui sera également de type string. Nous aurons le prénom qui sera également de type string. Alors on n'est pas obligé de mettre les deux petits points, hop et hop. Donc le nom et le prénom de l'utilisateur. On aura également l'email qui sera de type string. Nous aurons la description qui sera également de type string. Nous pouvons avoir par exemple l'URL underscore GitHub qui sera également un type string vu que c'est un URL. On aura l'URL de YouTube, donc URL YouTube, pareil, de type string. URL site web, donc site plutôt, qui sera également de type string. On aura donc la possibilité d'avoir le job de l'utilisateur qui sera également de type string. Les technologies, donc il y en aura plusieurs, mais ils seront également de type string puisque ce sera des chaînes de caractères. Puis on aura du coup deux colonnes, created at pour la date de création. Donc pour ça, je vais faire un created at et donc ça va correspondre ici à la valeur datetime. Alors on peut l'accrocher comme ceci, hop. Created at, donc qui sera une valeur datetime, donc une date, et par défaut on utilise la fonction now qui va donc utiliser la date d'enregistrement dans la BDD comme date de création tout simplement. Et on va pouvoir avoir également du coup updated at qui pareil sera de type datetime avec un arrobase updated at pour typer tout ça. Et maintenant je vais réouvrir mon terminal, donc CTRL SHIFT U accent grave ou alors terminal, nouveau terminal hein, comme d'habitude, et on va pouvoir faire un Prisma migrate dev tout simplement. Donc ici, il va nous demander un nom à notre migration. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vu que c'est la première migration, nous pouvons l'appeler par exemple initial. Et hop, ici on appuie entrée. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer dans Prisma un dossier de migration que l'on ne va pas toucher, qui va regrouper toutes nos migrations. Le journal de migration, ça également on ne va pas le toucher, mais on a le fichier dev.db qui a été généré. D'ailleurs, si vous voulez pouvoir le visualiser directement depuis votre éditeur de code, vous allez pouvoir aller chercher une extension. Hop, dans extension, vous tapez SQLite et normalement c'est SQLite Viewer. Donc c'est celle-ci qui va vous permettre de voir directement votre base de données. Et ici, vous voyez, dans table, j'ai bien user avec du coup toutes les colonnes que j'ai définies. Nom, prénom, email, description, URL, etc. Donc là, on a bien généré notre table avec Prisma. On est plutôt bon à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des types parce qu'on est avec TypeScript et il est important de typer les données avec TypeScript. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas s'embêter, c'est qu'on va créer des fichiers à part que l'on va utiliser dans nos composants. C'est assez courant de le faire avec Next.js. Donc, ce qu'on va faire à la racine de notre application, on va créer un nouveau dossier tout simplement qu'on va appeler type. Et à l'intérieur, je vais me créer un premier fichier que je vais appeler user.ts tout simplement. Donc ici, je fais un export et on va export donc un type user, on va l'appeler. Et donc, hop, on va faire un égal, on ouvre nos accolades et on va devoir typer toutes les colonnes de notre DB. Donc, on aura un ID qui sera de type string. Nous aurons également un nom, hop, nom qui sera de type string. Nous avons également le prénom qui sera également de type string. Nous aurons l'email qui sera également de type string. Nous aurons la date created at, mais eux seront de type date. Hop et hop. On va pas avoir le password. Hop, on aurait pu le rajouter, mais c'est vrai que ici on va pas le mettre dans le projet. On aura la description qui pareil sera de type string. Les URL, hein, tous les URL GitHub, etc. Hop, qui sera de type string. URL YouTube. Donc pareil, de type string, et on avait l'URL site qui sera de type string. Nous aurons le job et du coup les technologies qui seront également de type string. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on peut faire également, c'est vrai, c'est dire que les URL, tiens, ils peuvent être nuls. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que hop, c'est soit un type string, soit c'est nul. Et ce qu'on va pouvoir faire également dans notre Prisma schéma, hop, eh ben, c'est lui dire ici point d'interrogation. Pour lui dire qu'en gros, eh ben, ici, ça va être optionnel. Hop, donc on met un petit point d'interrogation ici. Alors, oups, c'est pas dans description, excusez-moi, c'est plutôt dans l'URL.
Donc le petit point d'interrogation ici veut dire tout simplement que c'est optionnel, ces champs sont optionnels. Par contre, pour l'email, on va pouvoir également lui rajouter un arrobase unique. Arrobase unique veut dire quoi? Veut dire que ici, la valeur doit être unique pour chaque enregistrement. Un utilisateur aura une valeur ici unique. Plusieurs utilisateurs ne peuvent pas avoir la même valeur au niveau de ce champ-là. Donc la même adresse email, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Une fois qu'on a fait notre premier type, on va pouvoir en créer un autre. Donc je vais venir également dans type et je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler form.ts, tout simplement. Donc ça va nous servir pour le formulaire. Ici, on va commencer par exporter un type que l'on va appeler form data. Donc ça va être les datas que l'on va récupérer à partir de notre formulaire. Nous aurons donc un nom qui sera de type string, prénom qui sera de type string, un email qui sera de type string, les URL. Alors les URL, hop, on avait dit que c'était optionnel. Donc ce qu'on va pouvoir lui dire ici, hop, c'est point d'interrogation, juste ici. Donc pareil, ça veut dire que ces champs sont optionnels. Nous aurons bien les jobs, created at et updated at, on ne va pas le renseigner dans le formulaire, ça va être généré directement. Et les technologies, ça va être un tableau. Donc c'est des chaînes de caractères sous forme de tableau. Donc ça va être notre type pour le formulaire. Ensuite, nous allons devoir également mettre en place des variables pour les options job et les technologies. Donc ce que je vais faire un export const job option. Et donc ça va être un tableau d'objets. Donc chaque objet aura la propriété value. Donc par exemple, la value ici sera front-end. Et on aura le label. Et je vais faire la même chose donc pour le back-end et par exemple pour le full stack. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est la même chose pour les technologies. Donc même histoire, je vais exporter une variable que je vais appeler TechOption. TechOption est égal donc à un tableau d'objets. Et donc à chaque fois, on aura une valeur et un label. Hop. Donc on en met quelques-uns, histoire de... Hop et hop. Nickel. Et donc on va se servir de ces variables pour les fameuses select box de notre formulaire. Donc ça, c'est une première chose. On a nos types, on va pouvoir les utiliser, on est bon. Ça, on va pouvoir le fermer tout simplement. Et on va pouvoir régénérer. Alors, hop, ce qu'on peut faire, hop, supprimer directement le fichier. Et le journal avec la migration. Et on va le remigrer. Prisma migrate dev. Et on va lui redonner, du coup, le nom initial. Initial. Hop, nickel. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur au niveau du type et au niveau des colonnes de notre DB. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également créer le fichier de validation avec Yup. Donc, même histoire, je vais venir à la racine du coup de mon application et je vais appeler ça par exemple validation. Et donc ici, je vais me créer un fichier que je vais appeler user schema.ts. Donc, je vais commencer par importer tous les éléments grâce à l'étoile, as yup, on lui donne un nouveau nom, donc un nouveau libellé, from, du coup, yup. Et donc ici, je vais pouvoir faire un export const user schema est égal à yup.object .shape. Et donc ici, on aura un objet avec toutes nos règles. Donc on aura par exemple le nom qui sera lui de type string et on va lui dire qu'il sera required. Donc si jamais il essaie de soumettre le formulaire à vide, il va lui dire ici le nom est obligatoire. Hop, vous pouvez personnaliser ici le message. On va faire la même chose pour le prénom. On va faire la même chose pour l'email, sauf qu'on va rajouter en plus email. Et ici, on met le message d'erreur. Donc, par exemple, il va vérifier si c'est bien un format d'email. Si ce n'est pas un format d'email correct, hop, on envoie l'erreur. On va faire la même chose pour la description. Donc, pareil, la description, lui, sera de type string et il sera required. On aura également les URL. Donc, on aura un URL GitHub. Hop, donc il sera de type string. On va vérifier si c'est bien un format URL et on va lui dire point optional. Donc ici, on va lui dire que tout simplement, il est optionnel. Alors, j'ai dû faire une faute. Oui, il n'y a qu'un seul N. Hop. Et donc ça, on va pouvoir le dupliquer. Et donc, on va faire la même chose pour l'URL YouTube et du site. Donc, URL YouTube. Et donc ici, URL site.
Ensuite, je vais faire la même chose pour le job. Donc, c'est un type string et on vérifie si il a bien été soumis. Et les technologies. Alors, technologie. Alors ici, ce sera un peu plus différent. On va faire yup.array. Donc, on veut un tableau. On va faire .off. On va récupérer. Alors, yup.string. Donc, on va lui dire que c'est une chaîne de caractères .define. Hop, voilà. On va lui dire que ce sera required. Les technologies sont obligatoires. On va lui dire .min. Au minimum, on en veut un. Donc, il faut au moins sélectionner une technologie. Et on va lui dire .transform. Donc, c'est là qu'on va récupérer, je disais, les valeurs. On va faire un while loop. Et on va renvoyer les valeurs filtrées. Donc, .filter, qui sera un boolean. Donc, soit true, soit false. Hop, et hop. Parfait. Et donc ici, nous avons tout simplement notre schéma de validation pour notre formulaire qui va vérifier les données que va soumettre l'utilisateur. Ça, c'est assez courant de le faire et c'est assez pratique et même histoire que nos types, on le met ici comme ça, on n'est pas dérangé. Maintenant, je vais pouvoir venir me créer deux composants. Donc dans Component directement, sans rentrer bien sûr dans UI, on reste dans Component. Je vais me créer ici deux composants. On aura du coup la progress bar .tsx. Et donc on peut faire un RFC, ça c'est grâce à une extension qui s'appelle ES7 React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire ces petits raccourcis clavier, ce qui fait gagner en temps et en productivité. Donc vous faites ES7 et c'est celle-ci. Hop, et vous pouvez du coup l'installer et la télécharger également. Elle est assez pratique. Et donc on va pouvoir également se faire un autre composant qu'on va appeler multiform step.tsx également RFC. Nickel. Et ça, on va pouvoir, pour le moment, se le fermer. Hop, et hop. Nickel. Donc, une fois qu'on a ceci, on va pouvoir s'occuper, du coup, de notre page principale. Donc, je vais venir sur le app, page.tsx, et je vais importer mon composant import. Donc, c'était multiform step, form step. Et donc, on va venir se l'afficher ici. Multiform step. Alors, oups. Et on va l'englober d'une div parente à qui on va lui donner des classes. On va lui donner une min8 de screen, donc sans viewport 8, et on va lui donner un bgray 100 avec un py qui correspond au padding, donc la marge intérieure à notre élément en haut et en bas de 12. Ensuite, je vais enfermer également, hop, je vais faire un CTRL-C et je vais enfermer tout ça dans une div qui aura la classe container. Donc, ça va lui donner une max width de 1200 pixels, il me semble. Et donc, on va le centrer avec un MX auto. Donc, une margine automatique à gauche et à droite. Et ici, donc, je vais bien voir le contenu de multiform step qui est simplement, hop, si j'ouvre le composant qui est juste ici, hop, ceci. Et donc là, on a bien notre premier composant. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par importer tous les composants que l'on va avoir besoin. Donc je vais aller dans chat.cn et je vais venir chercher par exemple le badge. Donc je clique sur Component Badge et je viens chercher tout simplement, vous voyez, la commande pour installer le badge. Et donc dans mon terminal, hop, je viens à chaque fois coller ma commande. On va également prendre les inputs. Donc hop, toujours dans Component, on cherche input et on vient chercher du coup la commande npx juste ici. Et on vient également la coller dans notre terminal. Hop, juste ici. On peut les importer directement. Donc on va import, on a dit badge. Donc vous voyez, on vient l'importer du dossier UI/badge. On va également importer les inputs. Alors, hop, qui finissent de le télécharger. Oui, c'est bon. Hop, on peut venir le chercher. Les buttons, donc ça on l'a déjà installé normalement. Hop, nickel. On va pouvoir chercher les popover. Donc toujours dans Components, on va venir chercher popover juste ici. Donc ça permet de faire ce genre de composant. Vous voyez, assez sympa. Donc pareil, je viens chercher le npx. Hop, et je viens le coller tout simplement ici. Et je vais me l'importer. Donc je vais venir chercher en bas dans l'exemple, vous voyez l'import. Je vais venir le chercher, le coller tout simplement ici.
On va faire la même chose du coup avec les select box. Donc je vais chercher ici select. Alors ici on peut lui dire use force. Et on vient chercher du coup les select box. Donc ça nous permet de faire ce genre de composants. Assez pratique, hein, c'est sympa. Vous voyez, ça nous permet vraiment de styliser rapidement. Donc ça c'est assez cool. Et donc on va également se l'importer. Et donc on va chercher également l'import. Donc ça, je le copie et je viens le coller tout simplement ici. Ok, donc ça c'est une première chose. On va également import le Yup Resolvers qui va nous permettre donc de connecter notre schéma de validation avec du coup notre formulaire. Donc on peut utiliser UseForce ici. Et donc pour ça on va faire un import et je vais import du coup le Yup Resolver from @hookform/resolver/yup. Si vous utilisez Zod, et vous remplacez du coup Zod Resolver et vous venez le chercher dans /Zod, tout simplement. Zod qui est la même chose que Yup. Ensuite, on va venir import des icônes. Donc, on va prendre l'icône check et X. Donc ça vient de Lucid React. Hop, nickel, parfait. On va import également le hook useRouter pour avoir les fonctionnalités qui vont nous permettre tout simplement de gérer la redirection de l'utilisateur. On va également prendre les hooks use states et use effect. Donc use states pour gérer le state, use effect pour gérer les effets de bord. Donc ça vient de React. Et vu que Next.js a de base un rendu SSR, on doit lui préciser que on va utiliser la directive use client. Donc tout en haut, j'utilise la directive use client parce que de base, on a un rendu côté serveur et même si on met pas la directive use server, c'est comme ça avec Next.js que ce soit des composants ou des pages. Donc vu qu'on utilise use state et use effect qui eux sont des hooks côté du coup front, côté client, on est obligé d'utiliser la directive use client. Ensuite, on va import également le hook use form. Donc ça vient de React Hook Form, tout simplement. On va import également tous nos types. Donc on avait form data. On avait également job option. Et on avait les tech option. Hop, donc ça, on vient se les importer également. On va importer notre schéma. Donc user schéma. Donc from @validation/user schéma. Et on va importer également notre composant progress bar. Hop. Donc c'est le petit composant qui est ici, qui va nous servir du coup à indiquer à l'utilisateur sur quelle étape il se trouve. En parlant des étapes, on va devoir définir ici un tableau. Donc, je vais faire un tableau par exemple que je vais appeler step, qui sera du coup le tableau de chaque étape. Donc je vais avoir des objets avec à chaque fois un title. Donc par exemple identité. Et donc ici, description, vos informations personnelles. On va pouvoir également, par exemple, avoir profil. Alors ici, on va lui dire description et URL. Hop. On va également avoir l'expertise, donc le job et les compétences. Hop. On va lui dire expertise. Alors hop, et il nous manque ceci et ceci. Et donc ici, à la place de expérience professionnelle, on va mettre job et technologie. La dernière par contre, c'était confirmation. Et ici, c'était du coup confirmer vos informations. Hop, nickel. Donc ça, ce sera les libellés, vous savez, des points donc de chaque étape. Ensuite, ici, dans Multistep, on va devoir créer du state. On va définir un état local déjà pour suivre l'étape actuelle du formulaire qu'on va initialiser à la première. Donc pour ça, je vais faire un const, je vais appeler ce state step. On aura set step qui lui sera la fonction qui va nous permettre de changer ce state. Et on va lui dire est égal à useState et on le fait démarrer du coup à 1. Ensuite, on va initialiser le useRouter pour accéder au routeur de Next et permettre du coup la navigation. Donc pour ça, je vais faire un const router est égal à useRouter tout simplement. Et ça, on se le met de côté. Hop, pour le moment. Ensuite, on va également définir un état local pour suivre les technologies sélectionnées. Donc pour ça, je vais faire un const et on va l'appeler selected tech. Alors, tech.
tac, et on aura setSelectedTech est égal à useState qui sera de type string sous forme de tableau, et on commence du coup par un tableau vide puisqu'il n'a pas sélectionné encore de technologie, l'utilisateur. Ensuite, on va faire du destructuring pour récupérer les méthodes de ReaCookForm. Donc, on va récupérer register pour pouvoir enregistrer un champ, handleSubmit qui va nous permettre du coup d'envoyer une fonction de soumission pour notre formulaire, trigger. On va également prendre les erreurs sous forme de states, donc form states, donc ce sera un objet avec du coup l'erreur à l'intérieur. Nous allons prendre également la méthode watch qui va nous permettre de lire les données que l'utilisateur va rentrer, et setValue qui va nous permettre de réinitialiser notre formulaire une fois qu'il va être soumis. Donc est égal à useForm. Il va respecter notre type form data que l'on avait créé au préalable. Et donc ici, hop, on va pouvoir rajouter le resolver donc pour connecter notre schéma de validation. Donc pour ça, je vais faire un resolver. Et donc, on vient utiliser le yup resolver hop, avec du coup notre user schéma que l'on a importé. Hop et hop. Parfait. Alors, erreur avec un S parce qu'il peut en avoir plusieurs. Et donc ici maintenant, on va pouvoir définir le mode de validation. Donc ici, on va être en onChange, pour valider les champs dès qu'ils changent. Donc ici, je vais faire un mode onChange. Hop, nickel. Ensuite, on va définir les valeurs par défaut du formulaire. Donc pour ça, on va faire un default. Alors default value. Et donc, on va avoir le nom qui sera une chaîne de caractères vide. On aura le prénom qui sera également une chaîne de caractères vide. L'email, pareil. Le job, pareil. Les technologies, par contre, alors c'est technologie. Ce sera un tableau vide. Pour le moment, on aura la description qui, pareil, sera une chaîne de caractères vide. On aura l'URL GitHub, on avait dit, qui sera également une chaîne de caractères vide. On aura l'URL YouTube. Alors, c'est YouTube et le site. Hop. Donc, on commence le tout avec des chaînes de caractères vides, tout simplement avec ReaCookForm. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser un useEffect pour synchroniser les technologies sélectionnées de l'utilisateur avec celles observées dans notre formulaire. Donc, pour ce faire, je vais utiliser useEffect. useEffect va prendre en premier lieu une fonction fléchée, en second lieu un tableau de dépendance. Donc ici, par exemple, on va lui dire que la fonction va se réexécuter si watch change, si selectedTech également change. Alors, c'est watch. Hop et hop. Donc, lorsque ces deux états changent, ça va réexécuter la fonction à l'intérieur. C'est optionnel, hein, vous pouvez mettre le tableau de dépendance vide. Si vous le mettez à vide, eh ben, il va exécuter qu'une seule fois. Donc ici, on va faire un const, on va l'appeler watchedTech est égal du coup à watch. On va aller chercher du coup ce qu'a rentré l'utilisateur, et donc on va aller chercher les technologies. On observe le changement dans le champ technologie, tout simplement avec la méthode watch. Et donc on va lui dire if, si jamais watchedTech est true, et donc là le est logique, les deux conditions doivent être respectées pour que cela fonctionne. watchedTech.length est supérieur à 0, et donc là les trois conditions également doivent être respectées. SelectedTech est strictement égal à 0, .length, pardon, .length, hop, est strictement égal à 0. Alors dans ce cas-là, on va synchroniser l'état local si nécessaire. Donc pour ça, on va faire un setSelected. On vient changer le state de setSelectedTech et on va le changer avec notre variable watchedTech. Et donc là, on va enfermer tout simplement les valeurs que rentre l'utilisateur au niveau des technologies dans notre état. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire à la suite, c'est gérer une fonction pour valider une étape spécifique avant de passer à la suivante. Ça aussi, ça va être important de le mettre en place. Donc pour ça, je vais faire un const validation step est égal à une fonction asynchrone. Je rappelle qu'une fonction asynchrone est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse. Et donc, on va faire une fonction fléchée qui va avoir comme paramètre next step, qui sera lui de type number.
Donc ce sera l'étape suivante, d'accord? Et donc ici, on va lui faire un let fields to validate. Donc ça va correspondre à key off, donc à toutes les clés de form data. Parce qu'on va venir typer également tout ça. Hop, sous forme de tableau. Et donc on va commencer ça avec un tableau vide pour le moment. Hop. Donc on va vérifier, alors form data pour le typage, on va vérifier tout simplement si les valeurs stockées sont bons. Donc on initialise un tableau pour stocker les champs à valider et ensuite on va les valider. Ensuite on va déterminer les champs à valider en fonction de l'état actuel. Puisque au niveau de la première étape, on va simplement rentrer le nom, le prénom et l'email. Dans le second, on va mettre la description. Dans la troisième, on va mettre le job et les technologies. Donc ça ne sera pas dans le même instant. Donc pour ça, on va utiliser switch, qui va nous permettre également de faire des petites conditions. On va switcher sur quoi? Sur les étapes, donc step, pardon. Alors switch, hop, on va switcher du coup sur step, et on va lui dire ici donc case 1, si on est à la première étape, alors field to validate est égal à un tableau avec nom, prénom et email, et on fait un break pour arrêter du coup la condition. Si jamais on est en case numéro 2, alors dans ce cas-là, on va faire un field to validate avec simplement la description. Et pour la case numéro 3, et ben on va faire la même chose en prenant du coup job et technologie, toujours avec un break pour arrêter la condition. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir valider les champs spécifiques. Donc pour ça, je sors de tout ça et on va se faire un const. Alors on va lui dire quoi? On va lui dire... Alors, attendez, parce que je suis sorti de la fonction et on va pas sortir de la fonction. On va lui dire donc is valid est égal à await. On va attendre que la promesse soit résolue et on utilise du coup trigger pour valider nos données. Ensuite, on lui dit if si is valid est true. Alors, hop, eh bien, on vient changer le state de step avec notre fonction setStep avec du coup notre next step. Donc on passe en gros à l'étape suivante si tous les champs sont validés. Une fois qu'on a fait ceci, il ne nous manque plus que la fonction lorsque le formulaire est soumis. Donc cette fois-ci, je vais bien sortir de ma fonction et on va faire une fonction qu'on va appeler onSubmit. Donc ça va être une fonction pareille asynchrone qui va avoir les datas de type form data que l'on a créé au préalable. On va enfermer le tout dans un try et un catch. On va capturer les éventuelles erreurs si jamais il y en a une pour pouvoir le débugger. Donc si jamais il y a une erreur, on va faire simplement un console error de l'erreur. Et ici donc, dans notre try, on va envoyer les données du formulaire via une requête API. Donc on va faire un const response est égal à await. On va utiliser donc la méthode fetch et on va aller chercher dans API/user. Donc pour ça, on va créer dans app le dossier API, le dossier user et à l'intérieur, on va créer le fichier route.ts pour créer notre route. On s'en occupe juste après. Ici, on va devoir préciser la méthode, puisque c'est pour valider le formulaire, nous sommes sur une méthode post. Ensuite, nous indiquons les headers, les en-têtes. On les définit comme un type de contenu JSON. Et dans le body, on renvoie en JSON stringify qui convertit les données en format JSON. On renvoie du coup les datas, tout simplement. Et donc, on va lui dire ici, if, si jamais la réponse est OK, donc si on a bien la réponse, alors dans ce cas-là, par exemple, on va faire un push et on renvoie l'utilisateur, par exemple, sur le dashboard. On va faire un /dashboard. Donc si jamais la réponse est OK, eh ben, on redirige l'utilisateur vers notre page dashboard. Dans cette route, ça va être assez simple. On va venir déjà import notre Prisma, notre variable Prisma, import Prisma de notre fichier DB. Ensuite, ce qu'on va faire, on va importer également next request et également next response. Donc next request pour typer notre request et next response pour renvoyer des réponses. On va faire un export async function. Donc c'est une méthode post qui aura la requête en paramètre de type du coup next request. Et même histoire, on va faire un try et un
catch. Si jamais il y a une erreur, alors dans ce cas-là, on va return une next response en format JSON. Et donc ici, on aura un message d'erreur avec, hop, par exemple, ce petit message. Et on va renvoyer un statut. Alors, hop, on va le mettre en objet. Par contre, statut, par exemple, 500. Et ensuite, dans le try, on va venir récupérer du coup les données que l'on a renvoyées dans notre body ici grâce à JSON Stringify Data. On va venir les récupérer dans une variable data par exemple, est égal à await, j'attends que la promesse soit résolue. Et donc, je vais accéder à request, à ma requête, et je le transforme en format JSON. Ensuite, je push l'utilisateur dans la DB, donc const user est égal à await, prisma. J'accède du coup à la table user, .create, on vient créer un utilisateur avec les datas. On utilise le spread operator pour récupérer toutes les datas et les technologies. Alors, technologies qui eux seront en JSON.stringify de data.technology. Et on return du coup, une next response, donc une nouvelle réponse en format JSON. On renvoie quoi? On renvoie le user avec le statut de 101 pour lui dire que tout est bon. Donc ça, c'est pour notre petite route. Ça, c'est la première chose. Donc ça, on peut le fermer et revenir sur notre composant. Donc une fois qu'on a ceci, on va pouvoir gérer une fonction maintenant pour gérer la sélection des technologies. Si la technologie est déjà sélectionnée, on la retire. Sinon, on l'ajoute à notre liste. Donc pour ça, je vais sortir de ma fonction de soumission. On va l'appeler const handle select tech. Donc c'est égal à une fonction qui aura la tech qui sera de type string, je rappelle. Donc on vient typer également notre fonction et on vient changer le state de cette selected tech. Donc ici on va récupérer les anciennes données qu'on va appeler prev et on va lui dire que prev.include, on lui pose la question si il inclut déjà la tech. Hop. Si c'est le cas, alors la technologie est déjà sélectionnée, donc on va la retirer. Et pour ça, on va utiliser donc la méthode filter. On va filtrer du coup la techno, on va l'appeler T, et tu me return tous les T qui sont le contraire de tech. Sinon, tu me renvoies du coup un tableau. En utilisant le spread operator, on récupère les anciennes données et on met du coup la nouvelle. Et donc, on l'ajoute à la liste. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir maintenant utiliser un useEffect pour mettre à jour le champ technologie dans le formulaire. Donc, pareil, useEffect, il va prendre en premier lieu toujours une fonction fléchée et en second lieu, un tableau de dépendance. Donc là, il va venir surveiller selected tech et set value. Hop. Et donc, à l'intérieur, on va venir changer le state de value. On va utiliser plutôt set value avec technologie selected tech. Donc on met à jour les valeurs du champ technologie. Et une fois qu'on a ceci, eh ben, on a mis en place toute la logique du coup de notre formulaire. On va pouvoir maintenant passer au JSX et voir un petit peu nos composants. Alors ça, on va se le fermer, on va se faire un petit peu de place. Mais on va passer maintenant au return JSX de notre formulaire. Donc ce que je vais faire, je vais directement m'importer, enfin on l'a déjà importé, mais afficher ma progress bar. Donc ici à l'intérieur directement, on va faire progress bar. Donc on l'avait déjà importé, on va lui donner deux props. On va lui donner la props step avec du coup les steps et le current step. D'accord? Donc ici, hop, on va le remplacer avec current step. Et donc, ça va correspondre du coup à step et steps va correspondre aux steps au pluriel. Donc là, on a une petite erreur, c'est normal puisqu'on n'a pas encore récupéré nos props. À la div principale, on va lui donner une width maximale avec un max W de 2 XL. On va lui donner un MX auto pour venir le centrer et un padding de niveau 6 pour faire respirer le tout. Je vais maintenant me diriger directement sur progress bar et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un type pour récupérer les props. Donc ici, je vais faire type progress bar props. Hop. Et donc, à l'intérieur, on va venir récupérer current step, qui sera un type number. Et on va venir récupérer également les steps. Donc, les étapes, step. Et donc, on va récupérer à chaque fois un objet avec title qui sera de type string.
et la description qui sera également de type string, tout ça sous forme de tableau. Et donc dans Progress Bar, je vais maintenant pouvoir récupérer ici current step et step. Je précise, alors oups, j'étais en majuscule, excusez-moi, current step et step. On va pouvoir donc préciser que ça va respecter le type que l'on vient de créer ici, donc 2 points progress bar. Comme ça, on n'est pas embêté. Et donc, on va gérer la width maintenant de la progress bar. Donc, on va faire un const progress width. Donc, ça va correspondre à un résultat de la somme de current step moins 1 divisé par le résultat de step length moins 1 et le tout fois 100. Donc fois 100%. Et alors ici on a une petite erreur. Current step. Ah oui, number, excusez-moi, c'est en minuscule, pas en majuscule. Alors, nickel, maintenant on va pouvoir commencer à return notre progress bar. Donc, hop, la div principale, on va la styliser un petit peu. On va lui rajouter donc ici des class names. On va lui dire wfull, on veut qu'il fasse toute la width disponible. py4 pour le padding, donc en haut et en bas. Et un mb8, donc pour un margin bottom. Ensuite, je vais avoir une div avec la classe du coup relative, puisqu'on va utiliser du coup les positions absolutes. Ici, je vais faire une div avec la classe absolute et la classe top 4. On va également lui donner un h1 pour la hauteur, bg_200 pour la couleur de fond. Et on va venir également donc la placer grâce à left. Donc on va lui donner une valeur personnalisée. Donc on peut avec Tailwind en mettant les valeurs sous crochet comme ceci. À left 10%. Et white pareil. On va faire un white est égal. Pas est égal, mais tiré à 10%. Hop, on les met à 10% du coup de la gauche et de la droite. Ensuite, je vais faire une div à l'intérieur qui aura la classe du coup absolute top 0. On va venir le positionner à top 0, left 0 également. On va venir également lui donner un hfull, donc qui prenne toute la hauteur disponible. bgblue 600. Transition, on va lui dire all pour que ce soit smooth et pas du coup strict. Et duration, on va lui dire 500 pour la durée du coup tout simplement de la transition. Alors ce que je vais faire ici, tac tac tac, et donc c'est une div, on a dit, hop, on va l'auto-fermer directement, hop, puisqu'il n'y aura pas de contenu à l'intérieur. Et donc on va lui rajouter également style, pas classe, style. Et on va gérer avec la width. Donc on va lui dire width. On va ouvrir nos templates literals. Et à l'intérieur, on va faire référence à notre variable qu'on a créée en haut, progress width. Et bien sûr, on ferme ici nos accolades. Et on met bien le pourcentage. Parce qu'on est en pourcentage. Et ici, pour le moment, on a, vous voyez, notre petite progress bar qui commence à apparaître. Maintenant, il va falloir gérer les points et les labels. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir d'une div. Alors ce qu'on va faire même, c'est qu'on va on va essayer de bien se le départager, voilà, comme ceci. Ok, nickel. Et maintenant on va afficher donc nos labels. Donc je vais faire une div avec la classe flex, justify between pour venir coller les éléments sur les bords et mettre de l'espace du coup entre nos éléments avec flexbox. mxauto, hop, pour centrer également notre div, et on va mapper sur les steps. Step.map. Donc on va récupérer step et index. Hop, et donc à chaque fois on va return une div. Vu qu'on utilise map, on utilise une clé, une key. La key ça peut être l'index. Hop. On va lui rajouter également des class names. Donc là on va ouvrir nos accolades et nos templates literals. On va lui dire donc relative, flex, flex call, item center. Et on va lui demander ici, entre $accolade, est-ce que index est strictement égal à 0. Si c'est le cas, on va lui donner une margin left de 0. Hop. Sinon, on va lui dire, est-ce que index est strictement égal à step.length moins 1, donc au dernier élément. Donc si c'est le cas,
ce sera un MR0. Et sinon, bah, tu feras rien. Donc, on fait, hop, 2 points, chaîne de caractères vide. Ensuite, on peut lui rajouter également du style pour la fameuse width. Hop, donc on ouvre double accolade. On va lui donner une width de 20%, pardon. Hop. Et au niveau de la margin left et de la margin right, donc margin left, on va lui dire que est-ce que index est strictement égal à 0? Si c'est le cas, alors 0, sinon chaîne de caractères vide. Et on va faire la même chose pour le margin right. Donc ici, margin right. Est-ce que index par contre n'est pas strictement égal à 0 mais à steps.length moins 1, donc au dernier élément de mon tableau. Si c'est le cas, bah, 0, sinon bah, chaîne de caractères vide. À l'intérieur du coup de cette div, on va se rajouter une autre div pareil avec des class names où on va jouer sur l'état. Donc même histoire, on ouvre nos accolades et nos templates literals. On va lui donner déjà le générique, hein, W8, H8 donc pour la width et la height, rounded full pour les bords, flex et item center avec un Justify Center donc pour centrer le tout avec Flexbox. Un Z-index à 10. Transition, on va lui dire all. Et duration à 500. 300 même. On veut que ce soit un peu plus rapide. On va lui dire 300. Hop, nickel. Et donc, à l'intérieur même, on va lui dire est-ce que index plus 1 est inférieur ou égal à current step. Donc si c'est le cas, alors on va faire un BG Blue 600 et un text white. Sinon, on va simplement faire un BG Gray 200 et un text Gray 600. Et donc à l'intérieur, on va mettre index plus 1. Index plus 1. Et donc là, pour le moment, vous voyez, on a les index avec 1, 2, 3, 4. On a nos petites icônes qui se sont placées sur notre progress bar. Une fois qu'on a les index, il va falloir également mettre le title et la description. Donc, je sors de cette div. Je vais faire une div avec la classe text center et margin top 2. On va faire une div ici et même histoire, on va jouer sur les classes. Donc, on va faire un class name. Et on va ouvrir également du coup nos templates literals. Text SM, donc ça c'est pour la taille. Font medium pour la graisse d'écriture. Transition all pour la transition. Duration 300. Et on va lui demander donc est-ce que index plus 1 est inférieur ou égal à current step. Current step. Donc là si c'est le cas on va faire un text blue. On avait mis du 600. Ou sinon, on va faire un texte gray 500. Et donc, à l'intérieur, on affiche le title. Donc, pour le title, alors hop, excusez-moi, pour le title, on va faire un step.title. Ensuite, ici, je vais faire une div avec la classe text SM, XS, pardon, et un texte gray 500 avec un margin top de niveau 1. Et on va faire un step.description pour afficher les descriptions. Et ici, on aura bien, vous voyez, hop, nos étapes avec nos labels, nos titles et nos descriptions. Vous voyez, identité, profil, expertise et confirmation. Et on a notre petite progress bar qui va être opérationnelle. Maintenant, il va falloir gérer, hop, notre formulaire pour que ça passe de l'étape à l'autre, d'une étape à l'autre. Alors, hop, à la suite du coup de notre progress bar, nous allons pouvoir commencer à coder notre formulaire. Donc pour ça, je vais commencer ici par me faire un formulaire. Donc la balise form. Action, on peut l'effacer, on n'en a pas besoin. On va par contre lui rajouter un onSubmit. Et dans le onSubmit, on va exécuter la fonction de ReaCookForm handleSubmit qui va donc exécuter notre fonction que nous-mêmes on a créée, onSubmit pour la soumission. Ensuite, on va lui donner quelques classes hop, à ce formulaire, simplement un space Y de 8 pour mettre de l'espace sur Y entre nos éléments. Et on va commencer à coder les étapes. On va lui dire ici, si step est strictement égal à 1, alors dans ce cas-là, tu vas venir me renvoyer hop, une div.
Cette div également, on va lui donner, hop, des classes, class name. On va lui donner un space Y à 4. Alors, hop, 4. Parfait. On va donc maintenant utiliser les inputs de chat-cn. Donc, c'est input en majuscule comme ceci. Alors, oups, tac, tac, tac. On va lui donner pas un label, hop, on n'en a pas besoin ici. On va utiliser du coup register et on l'enregistre du coup avec notre libellé nom. Erreur également, on peut l'effacer. C'est pas là qu'on va le mettre. On va lui donner un placeholder et donc on va lui dire le nom. Et pour l'erreur, ici, on va lui dire que si erreur, alors error.nom est true, alors dans ce cas-là, tu vas me renvoyer un P. Dans ce P, on affichera du coup error. Alors error point nom point message. Vous savez, c'est le fameux message is required, etc. Et donc dans le P, on va lui donner la classe textRed 500. Donc ça, je le récupère et je vais le dupliquer 2 fois. Hop et hop. Et donc on va avoir la même chose pour le prénom et pour l'email. Donc je viens simplement changer également les erreurs, prénom et le placeholder, hein, prénom et email. Et donc ici également ce sera email. Alors on n'oublie pas ici point prénom et point email. Hop, pour pas qu'il y ait des erreurs. Email, nom, prénom, ok, nickel. Parfait, hein, maintenant il nous faut notre bouton pour passer à l'étape suivante. Donc je vais venir me créer un button de chat-cn. On va lui dire type parce que ce bouton ne sert pas à soumettre notre formulaire. On ne veut pas encore le soumettre. Donc pour le type, on va lui dire que c'est un type button. Et donc à l'intérieur de ce bouton, on va dire suivant. Pour passer donc à l'étape suivante, on va lui rajouter un onClick. OnClick. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais lancer une fonction qui va utiliser du coup la fonction validate step à l'étape du coup numéro 2. Maintenant, lorsque je rentre mon nom et mon adresse mail, je vais pouvoir passer du coup à l'étape suivante qui est encore vide. Et vous voyez ici ma progress bar, hop, on est bien passé ici dans l'étape numéro 2. C'est génial. C'est génial, on a notre progress bar qui est du coup dynamique. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc ce que je vais pouvoir faire, je peux récupérer tout ça, je le duplique, Alt Shift flèche du bas, hop. Et donc ici, on va lui dire que si step est strictement égal à l'étape numéro 2, dans ce cas-là, on envoie du coup une div. Pour cette div-là, alors hop, 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 on peut effacer ici tous les inputs. On aura déjà un text area. Text area. Alors, tac, tac, tac. D'ailleurs, on peut même l'auto-fermer. Hop, tac, tac, tac. Nickel. On va lui donner du coup des classes. Class name wfull. Padding de niveau 2. Border et roundedmd. Roundedmd. On va lui donner un placeholder. Donc ici, ce sera description. OK. Et on va l'enregistrer avec notre champ. Donc, hop, 3 points register. Et du coup, ici, il va venir enregistrer le champ description. OK. Ici, on va faire la même chose pour les URL. Donc, ce qu'on va faire, on va effacer. Alors non, ça, on va l'appeler URL GitHub. Et donc ici, on va le lier à URL GitHub. Hop, je le duplique 3 fois. On avait l'URL YouTube et site. On avait également le site. Donc là, c'est site et YouTube. YouTube. OK, donc pour l'erreur ici, hop, on ne va pas en avoir besoin. Par contre, on va avoir 2 boutons cette fois-ci. Donc on aura le bouton pour le suivant et le bouton qui va revenir à l'étape précédente. Ici, c'est un 1. Et ce sera précédent. On revient du coup à l'étape numéro 1. Vu qu'on est dans l'étape numéro 2. Je récupère tous les boutons et je vais venir les mettre en ligne avec flex et un gap de niveau 4 pour la gouttière entre nos éléments. Hop, hop.
Comme ça, je vais bien voir mes deux petits boutons ici. Et j'ai bien, vous voyez, mes champs. Nickel, c'est parfait. Très bien, maintenant nous allons pouvoir faire le step numéro 3, donc pour l'expertise, job et technologie. Donc même histoire, je vais me mettre juste après donc le step numéro 2, on reste toujours dans le formulaire, comme ça on utilise un seul composant formulaire. Donc est-ce que step est strictement égal à 3? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va envoyer une div. Hop, nickel. Donc cette div, on va pouvoir également lui rajouter quelques classes. Donc class name, on va lui donner un space y de 4, donc de niveau 4. Je rappelle que ça donne de l'espace en haut et en bas. On va donc ensuite utiliser le select de chatCN. Donc ici, hop, on aura la balise parente, donc select, et on va lui donner un on value change est égal du coup à une fonction qui aura value en paramètre. Et cette fonction va changer le state avec set value au niveau du coup du job, puisque ça va être pour le job. Et donc on aura la valeur, donc value. Tac, 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 ok, nickel. Donc là on a bien notre select box. Ensuite à l'intérieur on aura le select trigger. Select trigger. Donc c'est pour le placeholder. À l'intérieur de ce select trigger, on aura le select value. Hop. Et hop. Alors, il peut être auto-fermant, c'est vrai. Tac, on va le mettre en auto-fermant, ce sera plus simple. Et on va lui donner un placeholder. Donc dans le placeholder, on va lui dire sélectionner votre poste. Ensuite, on sort du trigger et on va faire le select content. Donc ici, on aura le select content. Et donc ici, on va mapper sur job option. Donc job option.map. On récupère donc les options. Et on va renvoyer à chaque fois un select item. Hop. Donc qui dit la méthode map, je rappelle, dit la key. Pour la key, on va utiliser du coup la value. Donc on va faire un option.value. Hop. Et on va également donc lui donner les valeurs. Value est égal donc à option.value. Hop. Parfait. Nickel. Et donc on va afficher le label à l'intérieur. Donc option.label. Hop. Et donc ici, on va tester. Je suis une description. On va mettre donc l'URL. Je vais passer à l'étape suivante. Alors non, pardon, parce qu'on n'a pas encore mis les boutons, ou alors je suis déjà... ah non, excusez-moi, c'est ma faute. Ici, on retourne à 1, ici, on va à 3. Donc, c'est normal qu'il ne veut pas. Donc là, on est bien dans le 3. Hop, et j'ai bien ma select box. Alors oui, j'avais oublié, ici, bien mettre l'étape suivante dans l'étape numéro 2, et ça va être la même chose d'ailleurs, juste ici. Donc, au cas où, si jamais il y a une erreur, eh ben, on va afficher juste après le select, le message d'erreur. Donc error, alors error.job, dans ce cas-là, on balance un P avec la classe TextRate500 pour que ce soit en rouge et on indique donc il y a eu une erreur. Ensuite, on va avoir le popover donc pour les petits badges. Donc ce qu'on va faire, c'est à la suite, on va faire une div avec la classe space y2 et donc on va rentrer le popover. Hop. Dans le popover, on aura le popover trigger. Donc popover trigger. Hop. On va lui dire qu'il va avoir des enfants, donc on va rajouter le as child. Hop. À l'intérieur, on va avoir une div à qui on va donner la classe. Alors, on va plutôt mettre un button. On va plutôt utiliser un button plutôt qu'une div. On va mettre un button directement. Alors, ce qu'on peut faire à ce button, c'est utiliser les variantes. Variante est égale à outline. Et on va rajouter également des classes. Donc class name, wfull, et on va faire un justify start pour qu'il soit au début. On ne le veut pas centré. Et donc ici, dans ce bouton, on va lui dire sélectionner vos technologies. Donc là, on va pouvoir... Alors, oups, j'étais en majuscule. Sélectionner vos technologies. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est sortir du popover trigger. Donc, ça va être la même chose que pour le select box
au niveau du select trigger, hein, c'est juste simplement pour mettre un petit placeholder. Et donc lorsqu'on va cliquer dessus, on veut faire apparaître du coup notre popover. Donc pour ça, à la suite donc du popover trigger, on va mettre le popover content. Pareil, on va lui rajouter des petites classes. Class name, on va lui donner un W full et du padding de niveau 2. Et à l'intérieur, je vais faire une div avec la classe space YA2 et un padding de niveau 4. Et donc là, on va mapper sur les tech options. .map, donc sur notre tableau que l'on avait créé au préalable. Donc on aura les options. Et donc ici, on va renvoyer à chaque fois une div. Donc on n'oublie pas, vu qu'on utilise du coup la méthode map. Alors toc toc toc, par contre il a oublié, il me semble, que je regarde, il a oublié. Hop, voilà, nickel. Une petite parenthèse. Alors on va rajouter une key comme d'habitude. Donc pour la key, ça va être option point value, tout simplement. On va lui donner également des classes. Class name, on va lui donner la classe flex, items center. On va faire un space X de 2. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur quand même qu'il va cliquer sur quelque chose. Et lorsqu'on va le hover, on va venir changer le BG en BG gray 100. Padding de niveau 2 et rounded MD. Hop, nickel. On va lui rajouter également un click. Et lorsqu'on va cliquer dessus, dans ce cas-là, on va venir lancer une fonction qui va lancer notre fonction handle select tech. Et donc ici, il va prendre hop, option.value comme argument. Parfait. Et donc à l'intérieur, on va pouvoir afficher hop, déjà notre icône check. Alors on peut le mettre en auto-fermant. Hop, parfait. Et on va lui rajouter des classes, donc class name. Hop, on va ouvrir nos templates literals. Et ici, on va lui donner déjà une hauteur de 4, une width pardon, de 4. Et on va lui dire également, donc selected tech.include option value. Est-ce qu'il inclut l'option value qui est déjà sélectionnée ou pas? Alors si c'est le cas, on va lui donner une opacity à 100. Sinon, on va lui donner une opacity à 0. Donc ça, c'est pour notre petite icône. Et on va rajouter un span. Donc ici, on va marquer les options.label pour afficher du coup nos labels directement. Alors, on termine et on voit ce que ça donne juste après. Parce qu'à chaque fois, il resize. Et bah, du coup, hop, c'est un peu embêtant. Alors, il nous manque quoi? Afficher les badges justement lorsqu'on les sélectionne. Donc, je vais sortir cette fois-ci du popover, mais en restant toujours dans ma div principale. Et je vais faire une div avec la classe flex. On va également lui donner un flex wrap pour que ça wrap si jamais il en sélectionne plusieurs. Et une gap de niveau 2. Donc ça, c'est pour l'espace qui est entre nos éléments. Et même histoire, cette fois-ci, on va mapper sur selected tech. Donc, notre states. Donc on va récupérer les techs et à chaque fois, on va renvoyer un badge. Hop. Donc là, on peut faire ceci. On peut venir lui donner également une key. Donc pour la key, on va lui donner tech. Hop, tech. On va également lui donner une variante est égale à secondary. Une petite class name pardon, avec un simple cursor pointer. C'est juste pour dire à l'utilisateur qu'il va quand même cliquer sur quelque chose et un onClick. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, on va vouloir enlever justement du coup le label. Donc ici, on va lui dire qu'on va lancer une fonction qui va lancer du coup la fameuse fonction handle select tech avec notre tech. Comme ça, on toggle les techs lorsqu'ils sont sélectionnés ou non. À l'intérieur de ce badge, on va donc ici ouvrir nos accolades et faire un tech option.find. Et donc tu me renvoies toutes les techs si tech.value est strictement égal du coup à tech. Donc au tech sélectionné. Et donc tu me donnes juste les labels. Donc je peux faire un point d'interrogation, point label. Et on va afficher l'icône X pour qu'il puisse effacer si jamais hop il s'est trompé et qu'il désire l'effacer de son profil. Donc on va lui donner une margin left de 1, une hauteur de 3 et un W également de 3. Donc
On verra juste après, on continue et on va donc faire la même chose au niveau des erreurs, au cas où, si jamais l'utilisateur n'a pas rentré de technologie. Donc on veut renvoyer une erreur. Donc à la suite toujours, je vais venir lui dire que si error.technologie est true, alors tu me renvoies un P avec le message d'erreur de technologie. Je vais pouvoir également récupérer les boutons ici, donc toute la div, et on va donc se les afficher juste après notre message d'erreur. Hop. Et donc ici, simplement, on va dire qu'on revient à l'étape numéro 2. Et là, on va à l'étape numéro 4. Donc à la dernière étape. La dernière étape, donc, c'est juste après. On va récapituler tout ce que l'utilisateur va mettre. Donc step est égal à 3. Alors dans ce cas-là, à 4, pardon. Alors dans ce cas-là, on va faire une div avec la classe space y4. On va mettre un petit h2 avec la classe texte de XL et font bold. Donc ici, on va lui dire confirmer vos informations. OK. Alors, c'est step. Tac, tac, tac. Nickel. Et donc ici, on aura une div avec la classe space y2 pour mettre de l'espace entre nos éléments. Ensuite, on va avoir donc le P. Et ici, donc, on va afficher le nom. Donc, pour afficher le nom, on va utiliser la méthode watch. Donc ici, je vais faire un watch de nom. Hop. Donc, on vient utiliser la méthode watch pour afficher le nom. Je vais dupliquer tout ça. Faire la même chose pour le prénom. Donc, ici, ce sera prénom. On avait donc l'email. Email. Donc, ici, ce sera email. Alors, hop, là, j'ai fait une petite faute. OK. Ici, ce sera description. Et donc, on aura la description également. Alors, description. Et on va pas le mettre en majuscule puisqu'on l'avait mis en minuscule. On aura également le job. Alors, job. Et ici, donc, job. Et du coup, les technologies. Alors, pour les technologies, alors, tac, 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 pareil ici, pas de majuscule. Alors, technologie. Et donc ici, on va pouvoir mapper sur selected tech.map. Et donc, on renvoie les techs de techOption.find. Comme tout à l'heure, on va renvoyer simplement les techs si tech.value est strictement égal à tech. Et donc, on va renvoyer les labels. Donc, point label. Et il manque, hop, ceci. Et on va faire un join pour les séparer avec une virgule. Parce qu'on va itérer à travers, du coup, nos techs. Et donc, on va les séparer d'une virgule et on met un petit espace. Et on n'oublie pas de fermer également la collade. Et même histoire. Donc, je vais récupérer les boutons. CTRL-C. Et je vais venir en bas. Et juste après, je vais coller mes boutons. Alors, je peux sortir de la div. Hop. Donc ici, on va revenir à l'étape numéro 3. Et ici, on va lui dire confirmer. Confirmer. Et donc, au niveau de la fonction ici, on n'est plus sur le type button, on est sur le type submit. Celui-là, il est pour valider notre formulaire. Donc le onClick ici, on n'en a pas besoin, on peut l'effacer. OK, parfait. Donc ici, on peut recharger. Alors, on va tester. Je vais mettre du coup un nom, un prénom. On va tester avec une adresse email. Donc gmail par exemple.com. Suivant. Je suis une description. On peut rentrer les URL. OK. On sélectionne notre poste et les technos que l'on veut du coup sélectionner. On voit bien que ça les met ici à la suite avec nos petits badges. Donc ça, c'est assez intéressant. Et si je clique dessus, ça les efface. Je clique sur suivant. On est bien sûr la confirmation. Et donc, lorsqu'on va appuyer sur confirmer, ça va envoyer dans notre BDD et nous renvoyer sur notre page dashboard, donc la N404, puisqu'on ne l'a pas créé. Par contre, au niveau de notre DB, si je viens regarder un petit peu ce qui se passe, au niveau de user, j'ai bien, récupéré les données de l'utilisateur. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le site laminutedecode.io, à rejoindre le serveur Discord. Il y a du défi, de la veille informatique et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les liens sont en bio et en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.